Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. Paris en 1829. À l'Hôtel-Dieu, un chirurgien retire un sein cancéreux sans anesthésie sur une patiente en transe magnétique. Elle discute paisiblement pendant toute l'opération. Dans la salle voisine, une jeune fille lit l'heure avec un bandeau sur les yeux. Et pendant ce temps, des médecins testent l'insensibilité d'un patient en lui brûlant la peau sans qu'il ne réagisse. Ces anecdotes ne sont pas tirées d'un roman de science-fiction, mais elles sont fidèles à la réalité de nombreuses expériences menées par l'élite médicale française, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous avons vu dans la précédente vidéo consacrée à la naissance du magnétisme animal que Puységur a découvert l'état de somnambulisme magnétique en 1784 alors qu'il cherchait à guérir les malades qui l'entouraient par le magnétisme animal. Plongés dans cet état, les sujets diagnostiquent leur maladie ou celle des autres et prédisent le moment exact de leur guérison grâce au magnétisme. À peine rendu public, des centaines de magnétiseurs ont pu reproduire ce phénomène que Puységur désigna initialement sous le nom de somnambulisme provoqué. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer aujourd'hui, le magnétisme animal n'était pas une pratique de rebouteux ou de guérisseurs dans les campagnes. Il était surtout l'affaire d'aristocrates. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, cette élite prend la fuite. Et la pratique et la recherche sur le magnétisme animal s'arrêtent presque du jour au lendemain. C'est alors qu'un homme va relancer l'intérêt pour cette pratique. Joseph Philippe François Deleuze, naturaliste et botaniste reconnu, collaborateur de Jussieu au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, il devient la figure centrale du magnétisme animal. Comment a-t-il découvert cette discipline ? Peut-être grâce à Jussieu lui-même, qui avait fait partie de la commission royale dont nous avons parlé lors de la précédente vidéo. Après avoir obtenu de nombreuses guérisons, Deleuze prend publiquement position en faveur du magnétisme. Il publie des articles, des ouvrages, dont son fameux livre « Histoire critique du magnétisme animal » en 1813. Homme intègre, respecté même par ses adversaires, ses travaux suscitent l'intérêt et ravivent la curiosité d'une nouvelle génération de médecins. Et parmi eux, un groupe de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris décide de mener ses propres expériences. Avec l'autorisation du médecin en chef, Henri-Marie Husson, ils choisissent des patients condamnés que la médecine traditionnelle ne peut plus sauver. Et parmi eux se trouve une jeune femme, Mademoiselle Samson, qui souffre d'une inflammation chronique de l'estomac. Les médecins ne lui donnent pas plus de 8 jours à vivre. Ils font alors appel à un jeune magnétiseur de 24 ans, Jules Dupotet de Sennevoix, plus connu sous le nom de Baron Dupotet. Transporté sur un brancard, Mademoiselle Samson est magnétisée chaque jour sous l'œil attentif de dizaines de médecins. Et dès la première séance, les vomissements cessent. Au 3e jour, elle entre en somnambulisme et perd toute sensibilité. Elle est insensible aux cris et aux pincements violents qui lui sont faits. Pour vérifier l'effet du magnétisme, les médecins proposent alors à Dupotet d'agir à distance, derrière une cloison, à des heures aléatoires. À chaque fois, Mademoiselle Samson entre en somnambulisme uniquement quand Dupotet le veut. Et contre toute attente, elle se rétablit complètement après plusieurs semaines. Face à ce résultat, certains médecins décident d'apprendre eux-mêmes le magnétisme. Ils multiplient les expériences pour comprendre cette insensibilité inexplicable. L'une de ces expériences est particulièrement frappante. Le médecin et futur député, Alexandre Bauthier, tire un coup de pistolet à l'oreille d'un somnambule. Les assistants sursautent, certains crient, mais le sujet, lui, continue sa conversation comme si de rien n'était. Pourtant, le coup était si proche que son bonnet et sa collerette ont été brûlés. D'autres tests poussent encore plus loin les limites.
Des médecins placent sous le nez d'un somnambule un bocal ouvert rempli d'ammoniac, une substance impossible à respirer. Et encore une fois, aucune réaction ne se produit chez le somnambule. Un médecin sceptique, voulant vérifier si le bocal contient bien de l'ammoniac, s'en approche et manque de s'évanouir, frappé par les vapeurs. Et ce n'est pas tout. Certains sujets développent des capacités troublantes, comme la transposition des sens. Une somnambule parvient ainsi à lire l'heure d'une montre placée derrière sa tête, sans l'avoir jamais vue. D'autres sujets récitent des textes entiers avec une précision parfaite, alors qu'ils ne les avaient lus qu'une fois des années auparavant. Alfred Filassier, un jeune médecin ayant étudié ce phénomène, liste les caractéristiques dont il a été témoin. 1. L'insensibilité extérieure. 2. La vue sans le secours des yeux, par le front, l'occiput, l'épigastre, etc. 3. L'exaltation des facultés morales, intellectuelles et physiques. 4. L'appréciation du temps actuel. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le somnambule est capable de donner l'heure exacte. 5. La vue dans le passé, dans l'avenir. Rétrovision, prévision. 6. La vue dans l'espace. 7. La faculté de percevoir l'état sain ou malade de ses organes ou des organes d'un autre, d'appliquer à leur maladie les remèdes convenables. 8. La faculté de lire dans la pensée du magnétiseur ou des personnes en rapport, de saisir leur caractère et, en un mot, les particularités les plus intimes de leur organisation individuelle. 9. La faculté de prendre les symptômes des maladies étrangères. 10. L'oubli complet au réveil. 11. Une soumission très grande, le plus souvent entière, aux volontés du magnétiseur. Les médecins observent que les personnes en parfaite santé sont généralement insensibles au magnétisme. Parmi les malades, seule une minorité sont susceptibles de rentrer en somnambulisme magnétique. Cette lucidité extraordinaire a une particularité, elle est éphémère. Elle disparaît soit avec la guérison, soit progressivement à force d'être reproduite. Attention cependant à ne pas idéaliser cet état. Les médecins de l'époque ont noté que ces somnambules pouvaient être vaniteux, inventer des réponses quand ils ne savaient pas, ou reproduire les préjugés médicaux de leur temps, comme les fameuses saignées. La lucidité somnambulique est donc loin d'être un oracle infaillible. Il ne faut pas croire pour cela qu'ils ne se trompent jamais. Les somnambules les plus lucides commettent de fréquentes erreurs. Je dirais même que les cas où ils se trompent sont les plus ordinaires. Comment expliquer cette étrange coexistence entre lucidité et erreur? Puységur, qui avait déjà noté cette contradiction, avait identifié un facteur clé par l'observation, l'influence du magnétiseur lui-même. Les questions posées et les attentes du magnétiseur pouvaient biaiser les réponses du somnambule. Un magnétiseur risque toujours d'influencer un somnambule par l'impression de ses propres opinions. Toutes les réponses qu'il en obtiendra ne seront souvent que le reflet de ses propres idées et de ses antécédentes persuasions. Ce qu'il est question ici, c'est de la suggestion, que nous approfondirons dans la prochaine vidéo. C'est dans ce contexte d'expérimentation que, en 1825, un jeune médecin du nom de Pierre Foissac interpelle l'Académie royale de médecine en affirmant que le magnétisme animal a évolué depuis les premières études menées 40 ans plus tôt par la Commission royale. Il soutient que le somnambulisme magnétique est un fait nouveau qui nécessite une investigation. Ayant expérimenté personnellement pendant 2 ans, Foissac rapporte des cas de lucidité somnambulique. Par elle, les somnambules, au moins ceux que j'ai vus, et que je puis soumettre à votre observation, reconnaissent les maladies dont ils sont affectés, les causes prochaines ou éloignées de ces maladies, leur siège, leur pronostic et le traitement qui leur convient. Face à ces déclarations, l'Académie décide d'enquêter. En 1826, une commission de 11 médecins est formée pour examiner sérieusement le magnétisme animal sous la direction du docteur Husson. Pendant 5 ans,
ces praticiens mènent des investigations rigoureuses. Et en juin 1831, le docteur Husson, rapporteur de la commission, présente ses conclusions. L'existence d'un caractère unique, propre à faire reconnaître dans tous les cas la réalité de l'état de somnambulisme, n'a été constatée. Cependant, on peut conclure avec certitude que cet état existe quand il donne lieu au développement des facultés nouvelles qui ont été désignées sous le nom de clairvoyance, d'intuition, de prévision intérieure, ou qu'il produit de grands changements dans l'état physiologique, comme l'insensibilité, un accroissement subit et considérable de force, et que cet effet ne peut être rapporté à aucune autre cause. Plus étonnant encore, le rapport présente des guérisons spectaculaires sur des cas jugés incurables par la médecine traditionnelle. Les 11 membres de la commission ont eux-mêmes pratiqué ces traitements, écartant toute possibilité de simulation. L'un des cas les plus marquants est une opération chirurgicale réalisée en 1829 par le docteur Jules Cloquet, membre de l'Académie. Sans anesthésiant, il a amputé sa patiente sous somnambulisme magnétique. Il a amputé un sein cancéreux sans que la patiente ne manifeste la moindre douleur. Pendant les 10 minutes de l'opération, elle a discuté tranquillement, sans le moindre mouvement, sans changement dans son pouls. La conclusion de la commission est claire. Le magnétisme a sa place dans la science médicale et elle invite les praticiens à l'expérimenter pour forger leur propre opinion. La restitution du rapport, qui s'étendra sur 2 jours, est constamment entrecoupée de protestations, de moqueries et d'insultes. Les médecins opposés au magnétisme refusent d'admettre qu'un patient sans formation puisse mieux diagnostiquer sa maladie qu'un médecin. Les opposants parviennent à bloquer la publication du rapport, laissant l'Académie plus divisée que jamais. Et les choses ne vont pas s'améliorer. En 1837, le médecin Didier-Jules Bernat propose d'étudier 2 nouveaux somnambules. Cette fois-ci, les opposants ne se feront plus prendre de cours. Ils parviennent à faire constituer une commission composée majoritairement d'opposants, dont Frédéric Dubois-Damien, nommé rapporteur, et qui avait déclaré dès 1833 être, je cite, « en état d'hostilité contre tous les magnétiseurs ». Dès le départ, les commissaires sabotent l'enquête. Ils rejettent le protocole rigoureux de Bernat, multiplient les obstacles, et Dubois-Damien finit par égarer les procès-verbaux des premières séances. Face à tant d'hostilité et de mauvaise foi, Bernat finit par abandonner. Dubois-Damien triomphe. En août 1837, il affirme que Bernat a abandonné car il n'avait plus rien à montrer. Et il présente un rapport affirmant que l'ensemble du magnétisme n'est qu'imposture, traitant ses défenseurs de charlatans. Dès ses débuts, les rapports entre le magnétisme animal et les institutions ont été conflictuels. Dès août 1784, la faculté de médecine de Paris avait imposé à ses membres de signer un acte d'abjuration. Aucun docteur ne se déclarera partisan du prétendu magnétisme animal, ni par ses écrits, ni par sa pratique, sous peine d'être rayé du tableau des docteurs régents. Pourquoi une position si radicale ? Pour beaucoup de savants de l'époque, les phénomènes observés semblent tout simplement trop étranges, trop éloignés des lois connues de la physique et de la physiologie. Certains refusent même d'assister aux expériences, affirmant qu'ils ne croiraient pas ces phénomènes même s'ils les voyaient. D'autres, présents lors des démonstrations, évitent soigneusement de signer les procès-verbaux, craignant pour leur réputation. Et puis, il y a les opposants actifs, comme Joseph Récamier, qui n'hésite pas à colporter de fausses informations. Il avait même annoncé la mort de Mademoiselle Samson, cette patiente guérie par Dupotet en 1820. La jeune femme a dû se déplacer personnellement à Paris pour prouver qu'elle était bien vivante et sauver l'honneur de Dupotet. Ce dernier, devenu la nouvelle figure centrale du magnétisme, subit des attaques incessantes. En 1836, alors qu'il se rend à Montpellier pour y enseigner, il est arrêté par les gendarmes sur ordre du recteur de l'Académie.
Une mesure totalement abusive. Acquitté après un procès, il peut enfin poursuivre ses travaux. Ces démonstrations attirent l'attention du docteur Jules Pigert et de son épouse. Intrigué, ils décident d'expérimenter le magnétisme sur leur propre fille, Léonide, âgée de 11 ans. En quelques minutes, la jeune fille entre en somnambulisme et développe une capacité étonnante. Lire à travers un bandeau opaque. Des tests répétés, menés par plusieurs médecins, confirment l'authenticité du phénomène. Au même moment, l'Académie de médecine prépare un piège avec Dubois d'Amiens à la manœuvre. Elle institue le prix Burdin, offrant une récompense à tout somnambule capable de lire les yeux bandés. Pigert, confiant, relève le défi. À Paris, avant les séances officielles, Léonide stupéfait l'élite intellectuelle par ses démonstrations. On compte comme témoins le physicien François Arago, Georges Sand et Théophile Gautier. Pourtant, les membres de la commission refusent obstinément d'y participer. Ils élaborent une stratégie pour éviter d'avoir à reconnaître le phénomène. Le docteur Pigert leur avait signalé par écrit que, étrangement, Léonide ne supportait pas d'autre matière que le velours pour lui couvrir le visage. Toute autre matière provoquait des convulsions. De plus, le phénomène de vision cessait complètement lorsque le bas de son visage était couvert, comme si son sens de la vue avait été transposé vers la bouche et le menton. Le jour où les commissaires acceptent enfin de rencontrer Pigert, ils lui présentent une cagoule non seulement en soie, mais recouvrant intégralement le visage. Elle a été spécialement conçue pour empêcher la somnambule Léonide de voir. Pigert proteste, mais devant l'intransigeance des membres de la commission, il quitte la séance après seulement 10 minutes et retourne définitivement à Montpellier. 3 semaines plus tard, Dubois d'Amiens rend son verdict devant l'Académie. Nous étions pressés de faire connaître à l'Académie le résultat de nos séances avec M. Pigert. M. Pigert voulait nous imposer son bandeau ridicule qui permettait de lire par-dessous, et a refusé obstinément les précautions que la commission était en devoir de prendre. Ensuite, qu'avons-nous vu ? Une jeune fille ayant les yeux couverts à la manière de M. Pigert, se contordre pendant 1 heure, 1 heure et demie, faire des grimaces à n'en plus finir, porter même les mains sur le bandeau jusqu'à ce que les petites bandelettes de taffetas décollées sur quelques points permissent de voir des objets qu'elle désignait précisément dans cette direction, et en portant la tête obliquement de côté et contre la lumière. La mauvaise foi est totale. Les commissaires n'ont jamais rencontré Léonide. Et cet épisode marque regrettablement la fin des recherches académiques sur le magnétisme en France. Rejetés par les institutions, les magnétiseurs se tournent alors vers les salons mondains pour convaincre le plus grand monde. Certains en profitent pour monnayer leur talent, attirant malheureusement des charlatans. Mais parmi eux, un jeune homme se distingue par sa lucidité exceptionnelle, Alexis Didier. Sous le regard étonné de spectateurs comme Alexandre Dumas ou Victor Hugo, son don semble traverser l'espace et le temps. Il décrit des scènes lointaines au moment même où elles se produisent. Il retrouvera près de 400 objets perdus avec une précision déconcertante. À son réveil, comme tous les somnambules, il n'a aucun souvenir de ce qu'il a dit ou fait pendant la séance. Robert Houdin, le père de la magie moderne, s'était donné pour mission de démasquer les faux somnambules. Le 3 mai 1847, il rencontre Alexis Didier, déterminé à dévoiler la tricherie. Robert Houdin commence par bander les yeux d'Alexis. Pourtant, malgré cette cécité imposée, le somnambule joue une partie de cartes avec une précision déconcertante. Il identifie chaque carte, même celle retournée sur la table. Le magicien ne s'arrête pas là. Il prend un livre, il plante une épingle au hasard, et Alexis, sans un regard, cite mot pour mot la phrase que l'épingle a touchée. Les expériences s'enchaînent, toutes plus déroutantes les unes que les autres, à tel point que Robert Houdin, pourtant sceptique, finit par avouer
S'il y avait dans le monde entier un escamoteur capable d'opérer de semblables merveilles, il me confondrait 1000 fois plus comme escamoteur que l'agent mystérieux que vous venez de me montrer. Incrédule de tout ce qu'il a observé, Robert Houdin sollicite une nouvelle séance. Les mêmes phénomènes inexplicables se reproduisent. Alexis parvient notamment à lire le nom de l'expéditeur d'une lettre scellée que le magicien avait amenée avec lui sans l'ouvrir au préalable. Robert Houdin, en fin de compte, tire une conclusion sans appel. Je pourrais enseigner à Alexis mes tours, mes trucs, et il parviendrait à réussir comme moi. Mais jamais, jamais je ne pourrais exécuter ce qu'il fait. Cela dépasse l'imagination. Voilà, c'est tout pour cet aperçu sur le somnambulisme magnétique. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande les ouvrages de Bertrand Meust, Somnambulisme et médiumnité, le défi du magnétisme, ainsi qu'un autre ouvrage, Alexis Didier, un voyant prodigieux. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons plus en détail les liens entre somnambulisme magnétique et hypnose, et la fascinante étude de la suggestion. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour aider à la diffusion de la chaîne. Merci et à très bientôt.